Est-ce que tu penses que si tu avais défendu le Bitcoin en entretien chez PAI, tu aurais été recruté? Aujourd'hui? Ouais. Non. Pourquoi? Quand je suis arrivé un peu en face des MD et du partner, là je leur ai dit écoutez, moi j'ai des offres chez 3i et Partners Group, donc il faut que vous me fassiez votre meilleure offre. Parce que moi je vais prendre la meilleure offre. Et ils m'ont fait l'offre en full time direct. Goldman, c'était pas si bien payé que ça, en tout cas c'était 50 000 l'année en analyste à Londres. Et je me souviens avoir reçu l'offre et j'ai essayé de négocier le salaire d'entrée avec le partenaire en lui disant bon quand même il me propose plus à côté, est-ce que vous pouvez pas faire un effort? Voilà, quand on arrive au grade de directeur d'investissement, alors qu'il y a beaucoup de noms en fonction des structures, mais qui est un poste très important de chef d'orchestre sur l'exécution des deals. Là je pense qu'on arrive plutôt sur du au moins, ça peut aller jusqu'à 400, parfois 500 en fixe plus bonus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Deal. Je suis ravi de vous recevoir. Le Big Deal, c'est le podcast des métiers de la transaction. On reçoit des entrepreneurs, des investisseurs, des avocats, des conseils qui travaillent les métiers de la transaction. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir François Rostand, qui est investisseur en private equity. Bonjour François. Salut Mike. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et ton activité, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait Polytechnique et aussi Cambridge en génie chimique. Et en fait, je suis passé directement dans le monde de l'investissement et private equity. Donc, j'ai démarré à Londres chez Goldman Sachs dans les équipes de Special Situations Group, qui sont des équipes de private equity. Et ensuite, je suis allé à Paris chez PAI Partners en large cap PE. Et il y a 2 ans de ça, j'ai structuré avec Tiopo une activité fonds de continuation. Et aujourd'hui, là, j'ai lancé donc un fonds Florestan à destination donc, des fonds de continuation. Super, merci beaucoup. Donc, tu as un parcours à bien des égards stellaire. Tu coches toutes les cases. Pourquoi est-ce qu'un ingénieur s'intéresse dès l'école, après avoir fait de la chimie, au métier du private equity? Et peut-être, est-ce que tu peux en profiter pour nous expliquer ce que c'est que ce métier du private equity? Ouais. Donc moi, j'ai vraiment suivi le parcours ingénieur, chemical engineering à Cambridge, etc. Et puis, j'ai fait une césure. Et la césure, c'est top, ça permet un peu de tester ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Alors, il se trouve que pendant ma scolarité, en fait, j'ai commencé à investir, moi, à titre personnel. C'est assez facile d'ouvrir un compte titre ou un PEA, et puis de commencer à regarder un peu les actions, le marché, s'intéresser à ça. Et à côté de ça, j'ai commencé en plus à lire des bouquins de finance. Et donc là, dans ma césure, j'ai fait 6 mois chez Arkema, où j'étais ingénieur des procédés. Sur la plateforme du Pont de Claix sud de Grenoble, j'étais en charge d'une ligne qui produisait du chlore. Donc c'est marrant, c'est une électrolyse, on prend de l'eau salée, on met une pile dedans, et puis on sort de l'hydrogène, du chlore, etc. Et puis j'ai fait 6 mois de stage chez PAI Partners, donc à Paris, en private equity. J'avais un peu regardé l'environnement, et puis, mais on en discutera, peut-être un peu l'attrait du private equity, le côté marketing, etc. m'a attiré vers cette industrie-là. Je me suis dit, tiens, c'est le job qui a l'air d'être le plus intéressant là-dedans. Et en plus, il y a un aspect un peu industriel, ou en tout cas proche des entreprises. Et donc, ça va bien me correspondre, je vais aller essayer. Après ces 2 expériences, je me suis dit, OK, en fait, il n'y a pas photo. D'un côté, le constat pour moi, c'est que l'industrie, malheureusement, en France, il y a très peu de moyens. Moi, en tant qu'ingé, dans une usine, j'ai assez peu d'impact, finalement. C'est-à-dire que je vais bosser 3 mois sur un projet. Et puis, finalement, le projet va être peut-être mis au placard. On attend de voir s'il y a du budget ou pas pour développer. Là où, à l'inverse, en private equity, en 3 mois, c'est le temps de faire un deal. C'est une transaction à plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, c'est un changement d'actionnariat, un plan, un investissement énorme. Et je trouve qu'en termes d'impact, ça m'a beaucoup plu. Le deuxième truc qui m'a plu, c'est que moi, toujours, en tout cas dans mon parcours, je suis quelqu'un d'assez curieux et je pense d'ailleurs que c'est une vraie qualité qui est recherchée en private equity, la curiosité. Et je cherche à comprendre le monde, à comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc pour moi, la chimie, c'est un peu la phase ultime de compréhension de comment les choses fonctionnent. Et là aussi, finalement, le private equity permet d'être bien centré dans les rouages de l'économie mondiale, mais aussi nationale, et de voir comment les choses fonctionnent. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas l'industrie, qu'est-ce que c'est que le private equity? Ouais. Donc le private equity, en français, c'est le non coté.
par opposition au côté ou au public equity. Donc le non-coté, c'est très large. Ça va être, on va avoir des actions et des obligations. Donc le private equity, dans le sens, en tout cas celui que je pratique, c'est surtout celui donc sur des actions. Donc on rachète une entreprise en utilisant du levier, donc de la dette bancaire pour faire l'acquisition. Mais il y a aussi dans le private equity, bien sûr, l'immobilier, l'infrastructure, le crédit et le secondaire et encore beaucoup d'autres stratégies. Ce qui est important, du coup, dans le private equity, il y a le LBO, le leveraged buyout, qui est justement donc l'acquisition avec effet de levier, qui ressemble finalement à quelqu'un qui achète un appartement, qui n'a pas tout l'argent pour acheter l'appartement et donc va aller emprunter à la banque. En général, quand on parle de private equity, et ce sera le cas pendant ce podcast, on parlera en moyenne des fonds de LBO, mid-cap, large-cap, majoritaire. C'est l'acception la plus commune, mais effectivement, il y a une tonne d'autres stratégies, du Mino, du Majo, de l'infra, de la dette, qu'on couvrira un petit peu plus tard et qui sont aussi dénominées sous le terme private equity. On va utiliser pas mal de jargon, donc j'en profite avant de commencer. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un GP et ce que c'est qu'un LP et également nous expliquer la différence entre le private equity direct et le secondaire? Ouais, ça c'est une bonne intro. Donc on a le GP, c'est le general partner, donc c'est le gérant du fonds. C'est celui qui est enregistré à l'AMF en France, à la CSSF au Luxembourg. Et donc c'est celui qui a la responsabilité de prendre la décision d'investissement et c'est lui qui va gérer ensuite les participations. Donc en private equity, le job souvent, c'est dans les équipes d'investissement, c'est 70-30, 70% origination, analyse et exécution des deals et 30% souvent gestion de la participation. Donc ça c'est tous les mois, un board, etc., revoir le business plan, les KPI, et puis avancer avec la participation. Donc ça, c'est le GP. Les LP, les Limited Partners, sont en fait les investisseurs des fonds. Il y a une misconception, souvent, on a l'impression, tiens, Ardian possède telle entreprise, ou gère telle entreprise, c'est eux qui la possèdent. En réalité, Ardian, ils ont eux en fonds propres les équipes d'investissement entre 1 et 5% de fonds propres dans le fonds. Et les 95% restants sont de l'argent d'investisseurs externes, donc les LP. Et là, c'est le monde donc des institutionnels comme les assureurs, les fonds de pension, voilà, et les particuliers aussi parfois. Donc, les limited partners, c'est pas eux qui achètent les boîtes en direct, mais c'est eux qui confient de l'argent au general partner. Exactement. Toi, aujourd'hui, en tant que gérant de fonds, tu es ce qu'on appelle un general partner et tu vas te tourner vers des limited partners pour te confier de l'argent sous gestion. Alors, c'est vrai et faux à la fois parce que moi, j'interviens dans le monde du secondaire. Et donc, en fait, moi, je vais être un LP chez des gérants d'autres fonds. Et donc là, peut-être une parenthèse sur le secondaire. Le secondaire, donc historiquement, c'est le fonds de fonds. C'est donc l'apport primaire de fonds vers des GP qui vont ensuite faire des acquisitions et la gestion de participation. De là, s'est développé un marché qu'on appelle le LP-led, donc de l'anglais mené par un LP. C'est-à-dire c'est un LP, par exemple, qui a fait un commitment. Il a dit, j'investis 100 millions, je commit 100 millions, je donne un chèque en blanc au GP pour qu'il fasse son fonds, qu'il fasse ses investissements. Et puis, au bout de 8 ans, j'ai fait 2 fois la mise, mais en fait, moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de liquidité, j'ai envie d'aller investir ailleurs. Et donc là, il va trouver un autre LP qui va en fait reprendre son commitment, peut-être avec une décote de 5-10%, qui va lui racheter donc 1,8 fois sa position qui en vaut 2. Et cet autre LP donc, va arriver, va prendre sa place et va ensuite tenir jusqu'à la maturité du fonds le commitment. Donc ça, c'est les LP-led. Et enfin se développent donc les GP-led, et ça, c'est la stratégie sur laquelle moi je me concentre, qui sont donc à l'initiative des gérants, des GP, qui eux vont décider d'offrir une option de liquidité, une option de sortie à leur LP, en disant tiens, j'ai cette entreprise dans le fond, on vous propose soit de rester, mais sinon de sortir, puisqu'en fait on va la vendre et on va la mettre par exemple dans un fonds de continuation où on se la vend à nous-mêmes. Je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le GP-led et le LP-led, il faut qu'on essaye de simplifier encore. Donc, le GP,
c'est l'acteur qui investit les fonds. Le Ouais. LP, c'est l'acteur qui lui confie les fonds. Parfois, les GP vont choisir de garder un actif, et on expliquera tout à l'heure dans quel scénario c'est possible. Et pour ça, ils vont avoir besoin de changer de LP. Et pour changer de LP, ils vont avoir besoin de trouver un nouveau LP, qui va être un fonds comme le tien, qui va racheter les parts du LP sortant. Exactement. Donc, on a fait la distinction entre le GP et le LP. On a expliqué la différence entre un GP qui investit en direct et des stratégies de secondaire sur lesquelles on reviendra plus longuement. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure de ton choix d'aller faire un stage en private equity parce que tu as été attiré par l'image qu'avait ce métier et sa réputation. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, pourquoi le métier du private equity attire autant les candidats, les étudiants? C'est quoi qui attire autant et est-ce que c'est mérité? Ouais, donc effectivement, il y a un intérêt qui est extrêmement fort. Petite anecdote, je me souviens, moi j'avais postulé à l'époque, alors après le stage en full-time chez 3i qui avait un programme graduate. Il y avait 3 places et ils avaient reçu 1000 candidatures. Donc ça c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et par exemple Goldman reçoit 1 million de candidatures par an dans le monde. Et donc il y a à peu près une place pour 500 candidats. Donc il y a un attrait qui est extrêmement fort pour le private equity. Et ça vient à mon sens de... Bon, il y a 2 raisons. Il y en a une qui est un peu mauvaise, qui est le côté où je coche la case, entre guillemets, en allant en private equity. C'est une voie d'excellence. Donc souvent, ça va être des profils ambitieux, travailleurs, qui sont sortis d'une grande école où ils sont battus. Et en fait, pour eux, l'étape d'après, c'est d'aller encore chercher, je dirais, l'excellence ou ce qu'ils imaginent être l'excellence. Et donc, c'est le private equity. J'y vais, je coche la case. Et en plus, j'ai de l'optionnalité, qui est toujours assez important hein, quand on choisit d'aller en M&A, en conseil ou en private equity. A priori, le conseil qu'on reçoit, c'est tu ne te fermes pas de porte, tu pourras toujours, après, tu auras appris beaucoup de choses et tu pourras aller faire autre chose ailleurs. Ça, pour moi, c'est un peu les mauvaises raisons d'aller en private equity. Parce que la bonne raison d'aller en private equity, c'est d'être un investisseur et d'être passionné par l'investissement. C'est un métier qui est extrêmement exigeant en termes de temps de travail, de recherche et simplement de dédication quoi, de soi dans son travail. Et donc, à mon sens, il faut réussir à avoir un peu cette passion quoi, pour l'investissement pour vouloir y aller. On se retrouve d'ailleurs avec certains profils dans des fonds qui sont des gars qui en fait ont coché des cases et qui sont des box stickers qui n'ont pas forcément, on leur a jamais vraiment demandé leur avis sur l'investissement. Et ça, c'est quelque chose qui parfois, je pense, c'est même dangereux quoi, pour les fonds d'investissement. Ça, c'est une première part. Moi, j'ai par exemple discuté avec des mecs qui me disaient qu'ils ne voulaient pas investir sur les marchés actions parce qu'ils avaient peur de perdre de l'argent. Alors, je comprends que le stock picking, effectivement, c'est une discipline qui est extrêmement rigoureuse et difficile. En revanche, je trouve que c'est le rôle d'un investisseur de ne pas se fermer les portes et de ne pas regarder que sa verticale du private equity, je dirais français, et c'est fini. Mais à l'inverse, de regarder un peu tout ce qui se fait, puisque finalement, il n'y a pas une bonne façon d'investir. Et normalement, toutes les méthodes d'investissement, que ce soit regarder le cap rate en IMO, le multiple d'EBITDA en private equity, ou peut-être faire un DCF et regarder un retour sur capital en marché public, toutes ces méthodes doivent converger normalement sur un investissement de qualité vers le fait que c'est un bon deal, quoi. Je pense que ce que tu dis, c'est que la qualité première de l'investisseur, c'est d'avoir une curiosité, d'aller regarder plein de choses complètement différentes et notamment des choses qui peuvent être nouvelles. Je pense que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que le private equity, c'est une industrie qui est jeune et que les types qui ont lancé cette industrie, c'était des gens curieux et qui se sont dit est-ce qu'on pourrait pas racheter des boîtes avec la dette et pas la rembourser nous-mêmes mais faire supporter la dette par la boîte elle-même, ce qui est quand même assez fou comme principe. Donc à l'époque c'était probablement novateur et je pense qu'on retrouve cette qualité de curiosité aujourd'hui dans d'autres types de projets sans doute. On voit beaucoup de build-up se lancer, beaucoup d'aventures entrepreneuriales, des fonds se lancer qui sont aussi des aventures entrepreneuriales en elles-mêmes. Et donc, je pense que cet esprit de curiosité d'investisseur n'est pas mort.
mais qu'on le retrouve sans doute moins dans les structures très établies aujourd'hui. Alors, à cela, peut-être, et pour compléter, ce qui est vrai aussi, c'est que les structures établies, les fonds, souvent, ils ont un ADN de fonds, ils ont une méthodologie d'investissement. Et ça, c'est très important, en fait. Et c'est leur track record. On va avoir des fonds, par exemple, qui vont être très orientés sur une vision de marché. Donc, ils vont voir un marché, ils vont voir le sous-secteur, la petite niche en forte croissance. Et dans ce secteur en forte croissance, ils vont aller repérer les 3-4 entreprises qui cartonnent et ils vont aller en faire l'acquisition. Et ils vont se battre pour ça, ils vont payer le prix fort pour les avoir. À l'inverse, il y a d'autres fonds qui vont avoir une approche très value, qui eux vont aller chercher donc vraiment plus d'avoir des actifs un peu périns sur lesquels ils peuvent supporter une bonne charge de dette avec une bonne génération de cash flow. Et voilà, et donc tous les fonds ont un peu un ADN, un track record, et même si parfois, donc tu vois, parfois je suis critique ou je dis tiens, il faut pas qu'il y ait des gens qui cochent des cases dans ces fonds-là. C'est un peu vrai, et en même temps, il y a quand même une méthode propre à chaque fonds d'investissement, un ADN et un track record qui, je trouve, délivre et continue de délivrer sur les résultats. Je suis pas d'accord avec ton argument de dire que c'est pas la bonne raison d'aller dans une industrie que d'y aller parce que c'est l'étape d'après en termes de sélection et d'exigence. Je m'explique. Un des facteurs qui fait qu'on aime son boulot, c'est quand même beaucoup la qualité des gens qui nous entourent. C'est clair. Et aller dans des endroits qui sont sélectifs, même si on peut toujours avoir du recul, questionner les aberrations qu'on observe, etc., aller dans un endroit sélectif, c'est une garantie d'être entouré de gens dont on va apprendre, de progresser et d'aller chercher aussi une légitimité sur un secteur et un métier. Bon, tu as raison. Et non, à titre personnel, en tout cas, de choix de carrière, c'est un excellent choix de faire du private equity. Le private equity, donc dans les critères qui attirent les étudiants, on a parlé de la qualité des gens, de la sélectivité, de la relative fame qui venait de ce métier. C'est rassurant pour les parents. On dit aussi que c'est une fabrique à millionnaires, que c'est un endroit où, historiquement, en tout cas, les gens se sont enrichis très jeunes sur des montants complètement délirants. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on dit ça ? Ouais, donc ça, c'est un peu le constat qui vient des États-Unis, où quand même l'industrie du private equity est la plus développée et où elle est née. Et donc, factuellement, il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires même, qui viennent du private equity. Et donc ça repose sur principalement le carried interest, donc qui est la prime de surperformance, qui correspond souvent à 20%, donc c'est-à-dire au-dessus d'un certain niveau de rendement, de retour, le hurdle rate. Les fonds de private equity prennent une prime de surperformance de 20% de la perf. Donc un exemple concret, j'investis 100, on me rend 200, j'ai généré 100 de plus-value. Donc là-dessus, il y a 20 qui vont aller au fonds de private equity, au gérant, et je récupère donc 180. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un point qui est essentiel, je pense, notamment pour ceux qui démarrent en private equity, et qui explique notamment l'attrait du large cap, et pourquoi le large cap est aussi l'excellence. C'est qu'en fait, sur un fonds de 5 milliards, l'objectif, ça va être de faire x2, x2,5. Donc si le gérant fait x2 sur 5 milliards, il a généré 10 milliards, il y a 1 milliard de carried. Donc t'imagines 1 milliard de carried. Donc là, bon, la part du lion, bien sûr, est prise, est captée par les gérants, mais ça ruisselle forcément un peu. Et si finalement c'est 10%, c'est 100 millions qui ruissellent sur des équipes de 150, 200 personnes, ça fait toujours des super packages. Donc tu dis que, quitte à travailler dur, autant travailler dur avec des gros montants, parce qu'il y a des effets d'échelle qui sont colossaux, notamment sur le carried. Exactement. Et en private equity, d'ailleurs, l'effet d'échelle, il est prenant. Et c'est visible de plus en plus parce que maintenant, il y a des fonds qui sont cotés. Donc on peut aller voir les rapports annuels de Blackstone. Maintenant, il y a CVC là récemment, EQT aussi, KKR, etc. Et on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'en fait, il y a un operating leverage, c'est-à-dire plus on grossit et en fait, on n'a pas forcément, on peut grossir en argent sous-géré sans avoir forcément besoin de grossir énormément les équipes. C'est à peu près le même boulot
de faire un deal d'une valeur d'entreprise de 1 milliard que de faire un deal d'une valeur d'entreprise de 10 millions. Et partant de ce constat, on se rend compte que finalement les marges brutes, d'ailleurs dans les rapports annuels des fonds cotés qui sont très, très gros, elles sont énormes. C'est du pur profit quoi, pour eux. Alors, je me fais un peu l'avocat des gens qui travaillent sur des tailles plus petites, en small, en mid. Ils te diraient qu'un fonds qui fait des transactions à 10 millions, ça n'a rien à voir. Au quotidien, il rencontre le manager, il va visiter l'usine, il a des enjeux de recrutement, alors que le gars qui fait un deal à 1 milliard, il est planqué à son bureau, il voit absolument rien, il travaille sur une micro-tranche du deal, il parle à des types qu'il ne rencontrera jamais dans la vraie vie. Donc le métier n'est pas le même. Alors, donc, je suis assez d'accord avec toi et en même temps, en finance de manière générale, il n'y a pas vraiment de généralisation et chaque équipe est assez propre. Tu peux aussi te retrouver dans un fonds qui fait des valeurs d'entreprise à 10 millions et finalement être au placard et pas voir les gens ou pas être très opérationnel. Et à l'inverse, faire des deals de plusieurs milliards et être extrêmement hands-on. Mais peut-être le vrai différenciateur pour redorer le blason aussi du small et du mid, c'est que les attentes de plus-value ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que forcément, une entreprise de 10 millions a un potentiel qui est énorme. C'est peut-être pas forcément plus simple. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel. Et les retours, en tout cas ciblés, sont sans doute pas x2 sur un fonds small cap, mais plutôt x3, x4. Et il y a de très belles success stories avec des mecs qui ont fait des x10. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, si on démarre en private equity, on peut devenir riche? Alors, aujourd'hui, donc, je pense que relativement, c'est une industrie qui est quand même assez bien traitée. Donc, forcément, quelqu'un qui travaille en private equity, je pense que oui, il peut être considéré comme riche. Aujourd'hui, en revanche, ce qui s'est passé, en tout cas au cours des 20 dernières années, le private equity s'est quand même beaucoup structuré en Europe, à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, il y a eu une structuration dans les boîtes. Et là, alors, ce que je trouve moi intéressant ou marrant, c'est qu'on regarde par exemple les titres et on se rend compte que maintenant, dans les fonds de PE, il y a analyste, senior analyste, associate, senior associate, ensuite director, senior director, puis on va avoir peut-être un rôle de Managing director, puis principal, puis ensuite il va y avoir le junior partner, et ensuite le senior partner, et ensuite le managing partner. Et encore, j'en oublie parce qu'il y en a plus. Et donc, le constat, en fait, c'est que, en tout cas, par exemple, chez PAI, il y avait les partenaires, historiquement, devenaient partenaires. Il y a eu des partenaires qui sont devenus partenaires très jeunes, à 35 ans. Aujourd'hui, devenir partenaire dans un fonds qui est établi, eh ben, c'est plus long parce qu'il y a plus de monde, ça s'est pas mal structuré, c'est un peu plus stratifié. Et donc, je pense que c'est plutôt du 40-45 ans. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ceux qui sont passés partenaires jeunes, aujourd'hui, ils ont 45-50 ans, ils sont encore très jeunes. Ils ont encore beaucoup d'énergie. Le métier est absolument passionnant. Et donc, il y a un sujet, en fait, de place. Est-ce qu'il y a de la place pour ceux qui sont en dessous? Est-ce qu'il laisse aussi de la place en termes de déléguer les tâches intéressantes et puis, il y a des jeux politiques. Si tu délègues trop, on considère qu'on n'a plus besoin de toi. Alors, je pense que partie délégation, ça, c'est encore une fois, c'est propre à chaque équipe. Mais je pense que le job est super intéressant. De toute façon, le job de private equity est passionnant de manière générale, quel que soit le niveau, à mon sens. En revanche, le sujet donc de ce manque, je dirais, de croissance, en tout cas de progression titulaire, c'est qu'il faut que les levées de fonds soient de plus en plus grosses pour permettre d'élargir le gâteau et que ainsi la part du gâteau, même si elle est restée faible pour, je dirais, un jeune ou un jeune vieux, finalement soit quand même conséquente. Et c'est plus le cas? Alors, ça a été le cas pendant longtemps, là, à peu près jusqu'en 2021, où les levées de fonds étaient très rapides, et records d'ailleurs. Finalement, un fonds de private equity devait presque à chaque fois lever un millésime à chaque fois plus gros. Et suite à 2021, donc et après le Covid, et surtout les taux qui sont remontés, l'environnement a pas mal changé et la levée de fonds en ce moment est assez compliquée. Et du coup, on se retrouve avec des fonds qui finalement font
à peu près la même taille quand ils sont relevés. Et déjà, c'est super. C'est un exploit de performance. Ça souligne vraiment une très bonne performance des gérants. Ou marginalement plus gros. C'est-à-dire ça va être du 20% plus gros en taille, là où avant, à chaque fois, on faisait x2 ou x3 sur la taille du fonds. On a parlé de riches, d'argent. On a parlé de millionnaires, de milliardaires. Combien ça gagne un jeune associé en private equity à Paris? Donc à Paris, donc la plupart des fonds de private equity ne recrutent pas d'analystes. Donc il y a souvent une première étape obligatoire, je dirais, en transaction services, en M&A, parfois dans des fonds de crédit, d'investissement en crédit ou d'autres fonctions un peu liées à la finance. Ou en conseil. Ou en conseil aussi, tout à fait. Et ensuite, donc souvent, ce sont des gens qui arrivent avec 2-3 ans d'expérience professionnelle en associate, en private equity. Et là, donc, les salaires varient pas mal en fonction de si c'est du small, du mid ou du large. Et je dirais que le range, c'est entre du 80 et du 200, fixe plus bonus, donc compensation annuelle. Sachant que les fonds large cap qui ont beaucoup plus de moyens, puisqu'ils ont beaucoup plus d'argent sous gestion, donc beaucoup plus de fees, et pas forcément beaucoup plus de frais, peuvent payer de très bons salaires. Ça évolue comment dans la durée? Donc souvent, c'est comparable à la banque en M&A. C'est des augmentations de, je dirais, entre 10 et 20% par an. Et ensuite, il y a des paliers. C'est-à-dire qu'il y a un peu des paliers tests qui correspondent souvent à une délégation encore plus forte d'autorité et d'autonomie. Notamment, je pense que quand on arrive au grade de directeur d'investissement, alors qu'il y a beaucoup de noms en fonction des structures, mais qui a un poste très important de chef d'orchestre sur l'exécution des deals. Là, je pense qu'on arrive plutôt sur du au moins, ça peut aller jusqu'à 400, parfois 500 en fixe plus bonus. Et puis dans des structures un peu plus faibles, je pense que c'est entre 200 et 400 le range. C'est quoi, si on a envie de faire ce métier, le meilleur moyen de démarrer en private equity en tant que candidat? Ouais, donc c'est compétitif parce qu'il y a énormément de monde, comme on l'a vu, 1 million de candidats chez Goldman. Et le meilleur moyen déjà, je pense que le plus dur, c'est de passer le pas, c'est de passer la porte, d'avoir le premier entretien. Déjà, ça c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y a tellement de candidats qu'en fait, de plus en plus, les process sont automatisés. Il y a des screenings vidéo, des tests numériques. On fait passer des case studies sur Excel pendant 2 heures. Parfois, on laisse ça sur un week-end pour que les gars bossent et puis tester finalement le résultat. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'un jeune démarre en private equity, si possible, il faut qu'il ait fait un stage en private equity idéalement, dans sa période de stage. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce qu'il saura de quoi il parle. Et en entretien, quand on lui demandera « Ok, pourquoi tu es là ?», il n'aura pas une réponse où il dira « Ah, en fait, je suis venu là pour cocher une case » ou « parce qu'on m'a dit que c'était bien pour ma carrière ». Mais il dira « En fait, j'en ai un peu fait, j'aime l'investissement, je suis peut-être moi-même investisseur. Et donc laissez-moi rentrer, je vais apporter de la valeur. » Le M&A, le conseil, le TS peuvent aussi aider. Alors, et je fais une petite pause, mais je pense que de manière générale, c'est tellement compétitif qu'il faut se différencier. Moi, ce qui m'a pas mal aidé, je pense, pour rentrer chez Goldman notamment, en fait, j'étais en concurrence avec beaucoup de gens qui venaient d'un master finance, etc. Et moi, je sortais de Cambridge en chemical engineering. Donc, j'étais différent. Pour ces gars-là, j'étais un ingénieur, j'avais un point de vue différent. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'investissais avec mes moyens sur des marchés actions. Et donc, quand on me posait la question « Est-ce que tu peux me recommander une idée d'investissement ?», j'avais plein d'idées et je pouvais les défendre. Et à la fois sur, je dirais, l'upside, mais aussi voir les risques des investissements et pourquoi est-ce qu'en fait, il ne faut pas forcément y aller. Et je me souviens, par exemple, quand j'avais été pris en stage chez PAI à l'époque, c'était en 2017, il m'avait posé la question à l'époque, il m'avait dit « Ok, dans quoi est-ce que tu investirais aujourd'hui ?» Donc en 2017. Et là, j'avais répondu il y a l'élection de Trump qui arrive bientôt. Moi, je pense que le Bitcoin est une bonne idée d'investissement parce que les marchés avaient assez peur de l'arrivée de Trump. Ça va déstabiliser un peu le dollar et sa fonction de havre, de safe haven. Et donc, le Bitcoin pourrait s'établir en nouvelle monnaie refuge et partir. C'était à l'époque où le Bitcoin valait 3 000 €.
Alors, je recommande pas forcément de parler de crypto ou de Bitcoin en entretien aujourd'hui, parce qu'en plus, c'est quand même beaucoup passé dans le mainstream. En revanche, je pense qu'en donnant cette réponse-là, j'ai apporté une sorte de différence par rapport à d'autres candidats. Et il faut que ceux qui vont recruter, en fait, se disent « Ok, j'ai envie de bosser avec ce mec-là, parce qu'il va m'apporter des choses, parce qu'on va pouvoir discuter de sujets intéressants, voilà, parce il est assez différent. » Est-ce que tu penses que si tu avais défendu le Bitcoin en entretien chez PAI, tu aurais été recruté? Aujourd'hui, Ouais. non. Pourquoi? Alors, le problème du Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas d'actifs sous-jacents. Et ce que vont chercher, ou en tout cas ce que va étudier un fonds de private equity dans un candidat, c'est donc sa capacité de travail, sa motivation, sa curiosité. Et finalement, il faut arriver à le prouver. Et donc, la meilleure manière de le prouver, c'est d'être structuré. Et ça, c'est aussi d'ailleurs un autre conseil que je donnerais aux gens qui doivent passer des entretiens vidéo. Je pense que les entretiens vidéo, par exemple chez Goldman, personne ne les écoute. Les seules choses importantes, c'est regarder dans les yeux, sourire, et ensuite parler de manière assez lente et structurée et dire je pense que c'est une mauvaise idée d'investissement pour les raisons 1, 2 et 3. Et déjà, ça, en fait, donner cette impression-là, c'est gagné. Alors, je te confirme qu'il y a des gens qui regardent les vidéos chez Goldman et c'est des opérationnels qui sont staffés par les RH pour le faire. Mais effectivement, ils vont davantage s'intéresser à la forme et à la contenance et à la structure que au fond, parce que quand tu es stagiaire, tu n'as pas 1000 choses intéressantes à dire. C'est quoi quand même, il y a un gros non-dit dans ta réponse sur le meilleur moyen de rentrer en private equity. On a l'impression qu'on peut y rentrer avec n'importe quel background académique quand on t'écoute. Il suffit de faire des bons stages, de parler du Bitcoin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis forcément biaisé, moi, parce que j'ai eu la chance, mais j'ai aussi travaillé pour y arriver, hein, de faire Polytechnique, Cambridge, et de m'être appuyé sur ces piliers quoi, pour les leverager et les utiliser pour pouvoir rentrer dans l'industrie. En revanche, j'ai une conviction qui est forte, c'est que il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que souvent, moi, j'ai fait passer plein d'entretiens aussi à des stagiaires ou des candidats. Et en fait, souvent, ou en tout cas un deal breaker, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc, il faut vraiment être sûr de soi, savoir ce qu'on veut, et ensuite pouvoir y aller. Et donc, être un peu différent, ou en tout cas pouvoir apporter une curiosité, notamment dans le monde d'investissement, ça c'est très bienvenu. Et je pense que le dernier point, moi qui m'a permis d'ailleurs, je pense, de rentrer, et je vais raconter l'anecdote, je passe les entretiens chez Goldman. Alors Goldman, j'avais envoyé mon CV dans la machine, et puis une bouteille à la mer, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, ils me font passer des entretiens pour cette équipe de Special Situations Group, qui est top, mais pour un stage, bien sûr. Et là, moi, de mon côté, en fait, j'avais des offres en full-time chez 3i et chez Partners Group. Donc, je pouvais commencer en private equity en direct. Et du coup, j'ai passé les entretiens alors avec les juniors plutôt, voilà, je répondais de manière tranquille et je répondais à leurs questions et je montrais que je pouvais faire le boulot. Puis quand je suis arrivé un peu en face des MD et du partner, là, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai des offres chez 3i et Partners Group, donc il faut que vous me fassiez votre meilleure offre. Parce que moi, je vais prendre la meilleure offre. Et ça, tu vois, déjà, moi, j'avais du bol, j'avais des offres à côté, et du coup, ça m'a donné vachement confiance en moi, en plus, pour passer mes entretiens. Mais en fait, ils ont personne. Ils ont pas vu à mon avis, ils en ont vu pas beaucoup, quoi. Des mecs qui arrivent avec cet aplomb et qui disent, OK, fais-moi ta meilleure offre. Et ils m'ont fait l'offre en full-time direct. Et j'ai même poussé, d'ailleurs, je raconte l'histoire parce que c'est vraiment marrant. Goldman, c'était pas si bien payé que ça. En tout cas, c'était 50 000 l'année en analyste à Londres. Et je me souviens avoir reçu l'offre et j'ai essayé de négocier le salaire d'entrée avec le partenaire en lui disant bon, quand même, il me propose plus à côté. Est-ce que vous pouvez pas faire un effort? Voilà, pour te donner un peu une idée du. Alors, les salaires ont vachement augmenté depuis que tu as fait tes stages à Londres et à Paris. Et donc, tu n'auras plus, pour les suivants, les mini François qui nous écoutent, il n'y aura plus besoin de négocier. Tant mieux pour eux. Est-ce que tu pourrais décrire
peut-être du point de vue recruteur et aussi du point de vue candidat que tu as eu, le processus de recrutement en private equity pour un full-time, pour un CDI. Donc, alors, il faut savoir que la plupart des fonds, et notamment à Paris, ils vont jamais dire qu'ils sont en recrutement. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de place. Ils sont en recrutement permanent et ils sont ouverts, en fait, aux candidats exceptionnels. Hein, donc ça, c'est à prendre en compte parce que ça veut dire qu'il faut vraiment se démarquer. Il faut montrer qu'on est là pour une bonne raison, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait pourquoi on veut du private equity, mais aussi pourquoi on veut ce fonds. Donc, il faut arriver à avoir... peut-être avoir dit, tiens, j'ai parlé avec telle et telle personne du fond, je trouve que l'ambiance est excellente, j'ai eu des retours très bons, je vous ai vu faire sur telle transaction, c'est un très beau deal, j'ai envie d'apprendre avec vous, prenez-moi, quoi. Donc, la première étape, c'est vraiment essayer de mettre le pied dans la porte et d'avoir un entretien. Alors, il va sans dire qu'il faut postuler là où il y a des postes ouverts parce que sinon on perd aussi un peu son temps. C'est bien d'envoyer des CV, mais s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et ça, il ne faut pas le prendre personnellement, je pense. Donc, une fois qu'on passe un premier entretien, et ben là, l'idée, c'est pour moi de les préparer au maximum. Donc voilà, pourquoi je veux faire du private equity d'investissement, pourquoi ce fonds-là en particulier, pouvoir peut-être parler un peu des deals ou des transactions récentes, ça c'est toujours important. Et en plus, moi j'ai toujours fait ça, mais ça montre que on a fait le boulot, quoi. Je suis allé et c'est simple, hein, je vais sur le site web, je regarde ou sur LinkedIn les derniers posts, ok, quel deal ils ont fait, et en fait j'en parle. Et souvent d'ailleurs les posts sont même nominatifs. Donc quand on a un entretien à l'avance, on peut aller voir, tiens, je rencontre Hugues chez PAI, super, quel deal a fait Hugues? Et puis derrière, pendant l'entretien, je vais dire, tiens, à la fin de l'entretien, par exemple sur les questions, je vais dire, tiens, j'ai vu que tu avais bossé sur ce deal-là, est-ce que tu peux un peu m'en parler et tout? Et là, on fait vraiment la différence par rapport à d'autres candidats, je trouve. Ça, c'est un peu le premier test, je dirais peut-être RH. Ensuite, il y a forcément et fit. Ensuite, il y a des examens. Donc là, ça dépend des fonds. Il y a des examens. Moi, je trouve ça super dur pour les jeunes parce que il y a des mecs qui se font éclater en M&A toute la semaine. Ils ont peut-être 24 heures de dispo dans le week-end et en fait, ils ont 24 heures pour faire un case study, faire un LBO sur tout leur week-end. Et ça, ils le font pour une dizaine de fonds. Enfin, c'est éreintant, quoi. C'est horrible. Non, mais... Et donc là, il y a un case study. Alors, dans le meilleur des cas, je trouve, en tout cas, la meilleure manière, c'est d'avoir un case study de 2 heures sur place. Comme ça, c'est la même chose pour tout le monde. Et puis finalement, c'est court, donc c'est bien. Enfin, je trouve que laisser 48 heures ou une semaine au candidat, ça n'égalise pas forcément. Il y en a qui peuvent le faire par d'autres, certains de leurs copains. Il y a de moins en moins de fonds qui long. font ça. Okay. De plus en plus, on est sur des formats. Quand on voit le case study la veille, tu as 3-4 heures dans la soirée pour le faire et le lendemain, tu présentes. Soit on te fait venir et on te laisse 1 heure ou parfois 2 heures pour préparer le case study. Et en fait, on distingue le LBO et le castrat. Très souvent, c'est 2 épreuves un peu distinctes. Et le LBO, c'est plus une formalité parce que ça se bachote vraiment. Là où le castrat, c'est plus là où on te demande de réfléchir. Ouais. Et le castrat, encore une fois, je pense que le castrat, l'erreur, c'est de se dire je vais faire mon castrat, ça va bien se passer. Je pense qu'il faut encore regarder avec qui on passe le castrat, regarder les deals qu'ils ont fait. Et en plus, le castrat, très souvent, c'est des deals que les fonds ont fait. Et donc, ou on choisit de ne pas faire. Ou on choisit de ne pas faire. Donc en fait, avoir une bonne connaissance des deals du fonds, ça permet, quand on arrive sur le castrat, de se dire tiens, je ne l'ai pas vu sur leur site web. Donc a priori, ils ne l'ont pas fait celui-là. Mais ils ont peut-être bidé. Mais a priori, ils ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que peut-être dans ma recommandation d'investissement, je vais être positif, mais je vais quand même souligner des points de due diligence importants. À l'inverse, si le deal, ils l'ont fait, on va quand même souligner des points de due diligence parce que c'est important de souligner les risques. Mais on va peut-être pas trop taper sur le deal. Voilà. J'ai un process dans lequel le candidat a démarré le cas en disant alors moi je ferai pas ce deal et l'intervieweur me dit au téléphone bon, il est assez brut de décoffrage quand même donc probablement que le fonds avait fait le deal dans le passé, mais il a très bien défendu son cas et ils l'ont trouvé top. En fait, de manière générale, si j'avais un conseil à donner sur les cas, c'est que trop souvent les gens qui cochent des cases ou qui sont pas vraiment investisseurs, ils voient que l'upside. Donc ils vont dire ah oui, si, je pense qu'il faut investir parce que on peut faire ci, on peut faire ça, c'est super. Alors qu'en réalité, le vrai test, la vraie différenciation par rapport aux autres candidats, c'est ceux qui vont arriver à aller voir les risques.
et à dire ok, il y a de l'upside, mais là-dessus, je trouve que leur business model est un peu bancal en France. Il faudra qu'on regarde plus en détail. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le rôle d'un associate. Hein. Il n'est pas forcément dans la prise de décision, puisque c'est le partenaire à la fin qui va prendre la décision, et le comité d'investissement. Et lui, l'associate, il est là pour bosser, faire l'analyse, et puis effectivement faire ressortir les points saillants de l'analyse et les points de risque, notamment des dossiers. Je pense que tu y as partiellement répondu, mais dans ce métier, c'est quoi qui te plaît le plus? Donc moi, ce qui me plaît le plus, c'est donc déjà la curiosité, hein, qui est entièrement satisfaite, puisque on découvre beaucoup de business models différents. Comment ça marche? On rencontre des personnes absolument fantastiques, des entrepreneurs, Je te remercie. des investisseurs aussi. Donc ça, c'est passionnant. C'est un métier où je trouve qu'on a de l'impact facilement, puisque, comme je disais, on bosse 3 mois sur un dossier, puis après, il y a une transaction qui est faite, et ça, finalement, c'est très gratifiant. De faire le deal, mener le projet au bout, etc. C'est très gratifiant. C'est quoi l'aspect le plus frustrant qui vient avec ça? Alors, je pense que l'aspect frustrant du métier, il est plutôt là dans les jeunes années, où en gros, c'est quand même parfois, et encore une fois, ça dépend des équipes, mais c'est un métier qui peut être assez dur et exigeant en termes d'horaire, de travail et de dédication. Nuit, week-end, etc. compris. Il y a pas mal de fonds, je pense, de fonds en tout cas en large cap où on bosse autant qu'en M&A. Et il y a même des fonds où c'est pire, mais bon, il y a aussi des équipes de M&A où on bosse avec un bon work-life balance. Ce qui a pas mal changé en fait. Donc le boulot reste très intéressant. Je pense qu'il est plus intéressant en private equity qu'en M&A parce qu'on est proche du feu, on est proche de l'action. En revanche, je pense que ce qui a pas mal changé peut-être avec les générations d'avant, c'est déjà, donc d'une part, on l'a expliqué, il y a une structuration des fonds qui est croissante et donc la progression est plus lente. Ça, c'est primo. Et deuxio, avec finalement les technologies, et donc le BlackBerry, c'est les années 2000, mais maintenant, il n'y a plus seulement juste les mails sur le portable. Il y a aussi, en fait, il y a toute la data room, tout l'accès au folder qui est disponible. On a presque son WhatsApp et son Teams en live. Et ça, c'est le soir et c'est aussi le week-end, quoi. Et je pense que, voilà, pour en tout cas les jeunes qui démarrent, je pense que le rythme, en tout cas, a pas mal changé par rapport à avant. Où avant, c'était, tu vois, chez Goldman, moi, il me racontait, il me disait, OK, quand tu es jeune chez Goldman, il faut que tu arrives en premier et tu pars en dernier. Mais à partir du moment où tu es parti, tu es parti. Tu es chez toi. Et quand tu as posé des vacances et que ça a été validé que tu es parti en vacances, en fait. Même si tu peux répondre à un ou deux mails, mais on va pas te demander de faire le modèle ou des changements dans le modèle. Aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Donc tu penses qu'on a dégradé le quotidien du métier? Alors, je pense que ça dépend encore une fois des endroits, mais je pense que oui. D'ailleurs, l'article du FT aujourd'hui, c'est les banquiers américains qui essaient de limiter la semaine à 80 heures de travail. Et donc ça montre bien qu'il y a un aspect, il y a des sujets en tout cas sous-jacents à traiter, de santé mentale au travail, de développement même du coup de ces talents qui sont recrutés, hein, quand même sur un panel, c'est 1 pour 1000, donc c'est des vrais talents les jeunes dans les fonds. Et il faut arriver à les développer, il ne faut pas les brimer, au contraire. Ensuite, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps et l'expérience, ce sont des contraintes qui, je dirais, se libèrent ou finalement redescendent par gravité. Et le métier est tellement intéressant que ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Moi, j'observe les dernières années de plus en plus de trentenaires, 30-35, qui quittent des jobs en private equity, des jobs qui payent extrêmement bien, parfois plus de 300 000 euros à 30 ans, dans des fonds large cap, qui quittent tout pour aller monter des plateformes de build-up, parfois rejoindre des projets comme late co-founder. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as observé ça aussi et qu'est-ce que tu en penses? Donc je l'ai observé et j'en pense beaucoup de bien parce que je l'ai moi-même fait en fait en me disant tiens, il y a une opportunité d'investissement qui est super dans les fonds de continuation du marché secondaire. Et donc là, ça fait 2 ans, tu vois, que j'ai quitté PAI pour me lancer en me disant mais le risque-retour est canon, il faut y aller. Alors, pour revenir sur le cas général un peu, en gros, je pense qu'il
il y a à la fois, donc, il y a cet effet de la structuration où les gars de 30 ans se disent, OK, en fait, moi, c'est peut-être 40, 45 ans pour devenir partenaire. On voit dans cette... et c'est particulier à l'Europe aussi, mais on voit dans cette période où finalement les taux sont élevés, donc l'argent n'est plus vraiment gratuit. On est moins sur des thèses de croissance organique. Hein. D'ailleurs, le PIB est plus ou moins à 1%, donc c'est assez flat. En revanche, on va aller chercher de la croissance donc inorganique par acquisition. Donc ça, c'est le build-up. Et effectivement, du coup, le build-up a un engouement est très fort où finalement, des gens, des deal makers, donc des gars qui peuvent trouver des deals, analyser le deal, faire le deal, se disent mais je vais aller acheter des PME françaises. En plus, ils sont aidés par, je dirais, la pyramide démographique où il y a de plus en plus de personnes âgées qui partent à la retraite et donc de transmission d'entreprises. Les multiples sur le marché des PME sont bien plus faibles qu'en large cap, par exemple, simplement pour le fait qu'il y a assez peu de liquidités et on paye cash. Et puis, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de M&A, il n'y a pas des grands banquiers pour conseiller parfaitement et optimiser, tirer la valo à mort sur ce genre de deal. Et les boîtes sont pas structurées du tout aussi. Et les boîtes sont pas structurées et les boîtes sont assez petites. Donc, il y a un risque. Quoi. Il y a des gros risques. Il y a un gros risque, il y a un gros upside. Client. Voilà. Et donc là, la stratégie du build-up, pour la simplifier, c'est j'achète à 5 fois l'EBITDA. Donc 5 fois l'EBITDA, ça correspond à peu près à, je grossis le trait, mais 5 années de cash pour se rendre compte de ce que ça représente. J'achète 5 années de cash le business. Et puis j'en achète un autre et un autre et un autre et un autre. Et ensuite, j'ai un groupe d'entreprises du même secteur que j'homogénéise par un peu d'IT. Peut-être que je les regroupe tous sur un même bureau, etc. Et en revanche, mon groupe, il a en fait un peu plus de valeur. Et en plus, il a une capacité à continuer à manger, à aller faire l'acquisition d'autres entreprises. Et donc là, si j'arrive à acheter à 5 années de cash et à revendre, disons, à 15 années de cash, j'ai fait un coup super et j'ai changé, je dirais, du plomb en or. Donc je vais clôturer cette première partie. On a parlé un petit peu du private equity et je vais essayer d'aborder un sujet sur les nuances que ce terme recouvre. En prenant ton exemple, toi, tu as commencé chez Goldman Sachs en private equity. Alors, Goldman Sachs, c'est un nom qui fait rêver. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais. Donc, effectivement, à l'époque, c'était le Special Situations Group, qui est donc une structure un peu de private equity distressed. Donc, ça, c'est une stratégie qui, historiquement, c'est des gars qui allaient acheter ce qu'on appelle les fallen angels. Donc, c'est-à-dire, on a une obligation sur General Electric. Moody's ou S&P la dégrade la note. L'obligation qui était investment grade et donc tenue par des institutionnels, des fonds de pension, des assureurs, etc., passe tout d'un coup non-investment grade. Et alors là, dans le mandat de gestion et d'investissement des institutionnels, en fait, ils ne peuvent plus la tenir. Donc, ils doivent la vendre. Et sauf que une obligation, ça vaut 100 millions, c'est un énorme bout, il y a très peu de liquidité sur le marché. Et donc, il y a une décote qui est en fait assez forte à l'achat et on va chercher des fonds comme Goldman ou des banques qui peuvent racheter cette position. Et suite à ça, donc ça c'était plutôt dans les années 80-90, c'est du distressed credit en fait, comme stratégie. Et l'équipe s'est beaucoup développée et finalement, comme ils avaient investi dans des boîtes, dans les obligations d'entreprises qui n'allaient pas forcément bien, en fait, ils ont pu reprendre les clés de la boîte. Donc là, ils ont commencé à être des investisseurs equity puisqu'ils avaient du coup transformé une partie de leur dette en equity. Et suite à ça, donc, ils ont lancé cette practice qui faisait à la fois des investissements en dette, mais aussi des investissements en equity. Le SSG, c'est une équipe vraiment assez spéciale. Ça investit sur la balance sheet de Goldman et ça investit notamment l'argent des partenaires de Goldman. Alors depuis, ça a été mangé par la partie private equity, donc Merchant Banking Division, qui a elle-même été mangée par la partie asset management de Goldman. Où l'idée pour Goldman, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, ils se sont dit, attends, on a cette pépite, on a cette super stratégie qui fait saliver beaucoup d'investisseurs externes. Finalement, on devrait lever des fonds, on va lever des fonds externes. Et comme ça, on va pouvoir charger des frais de gestion et pourquoi pas des frais de surperformance à des investisseurs externes. Donc toi, tu avais rejoint cette équipe Special Seat, qui était une équipe à l'époque un peu légendaire.
Bon, depuis, Goldman s'institutionnalise, donc ils veulent plus avoir comme ça de gars un peu Far West qui font les pirates et ils vont préférer lever de l'argent, faire des fonds institutionnels. Tu as quand même choisi de quitter cette équipe au bout d'un an pour rejoindre PAI Partners. Pourquoi tu as fait ce choix et en quoi le modèle entre les deux est différent? Ouais. Donc là, l'équipe, donc chez Goldman, c'était pas exactement du private equity qui, pour moi, est la discipline un peu reine en finance en termes d'intérêt du job. En private equity, il y a l'aspect effectivement origination des dossiers, analyse des dossiers, et ensuite il y a aussi l'aspect gestion des dossiers qui est super intéressant. Avoir une relation avec une équipe de managers, tenir pendant 5 ans, mettre un business plan en place, l'exécuter, et en tout cas aider les équipes de management à le faire, c'est top et c'est très gratifiant. Là, la partie Goldman était un peu plus sèche. Donc l'équipe SSG, c'est une équipe d'exécution seulement, pas une équipe de gestion. Donc le job, c'était vraiment originer, exécuter le deal, pricer en fait le deal. Et puis derrière, la gestion était reléguée plus loin dans une autre équipe. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que avec cet héritage un peu crédit, donc dette et equity, finalement, donc, par exemple, moi j'ai fait un deal où il y avait un constructeur modulaire. Donc c'est une usine qui fabrique 3 types d'unités de construction. Et comme ça, quand ils arrivent pour construire un immeuble, ça va très vite. Parce qu'en fait, l'immeuble, c'est une imbrication de ces 3 unités imbriquées différemment. Et au lieu de construire en 12 mois, c'est construit en 3 mois ou 6 mois. Ça, c'est une boîte qui faisait défaut sur sa dette. Et donc, nous, on est arrivé, on a refinancé la dette et on a injecté de l'equity. Donc, on était à la fois dans la dette et l'equity. Et les histoires en distress, elles sont quand même moins sympas. C'est du retournement. Je dirais, c'est la misère. Le retournement, il y a plus de cash, la boîte va mal, le marché sous-jacent, il est pas sexy, ça se passe pas bien. Et en fait, en tout cas, moi, en tant qu'investisseur, je préfère aller sur un marché où, si possible, ou un sous-marché, parce qu'il y a toujours des sous-marchés en croissance. C'est un peu plus excitant quoi, d'aller chercher une histoire où il y a de la croissance qu'on peut accompagner, ou des choses à faire qui sont pas juste ok, on va couper les coûts, on va refinancer de la dette, c'est très financier, c'est très voilà, c'est un peu moins sympa. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, je pense raison personnelle. Moi, je me suis marié à Paris, ma femme est médecin à Paris, donc ma vie est ici quoi. Donc ça, et du coup très content d'avoir eu l'opportunité quoi, de revenir chez PAI. C'est un peu ça qui a motivé mon choix, je dirais. Donc, la stratégie de la géographie et les opportunités à Paris Ouais. sont plus rares, en fait, parce que le marché à Londres est beaucoup plus profond si on veut faire de l'investissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose à garder en tête. C'est vrai, et en même temps, depuis le Brexit, et là, ils sont en train d'enlever le statut de résident non-domiciled ou d'augmenter la taxation sur les carides. De plus en plus, en fait, en réalité, les fonds structurent de vraies équipes d'investissement ailleurs. Moi, ce qui me plaisait chez PAI, c'est qu'à Paris, c'est le centre de décision. Donc ça, c'est super. Il faut être là où les décisions sont prises. C'est là où on est proche du fouet, proche de ce qui se passe. Et peut-être un élément que tu n'as pas mentionné, mais effectivement, je pense que les gens aussi, ça joue beaucoup. De mon stage, j'avais gardé d'excellentes relations et une très bonne expérience de PAI. Et j'avais vraiment envie de revenir chez eux. Pour moi, c'était rentrer à la maison, quoi, revenir chez PAI après Goldman. On a abordé un peu la variété des modèles en parlant de Goldman, une équipe qui fait de la dette distress, du loan to own, et de l'autre côté, PAI qui fait des actifs prime sur des secteurs en croissance. Donc il y a une grande variété des modèles. Selon toi, si on dézoome encore, c'est quoi les grandes catégories dans le private equity? Ouais. Alors, et je prendrais même un pas en arrière encore. Il faut se rappeler que la fonction du private equity, c'est de donner une allocation, une exposition à un marché, à un investisseur, à un LP. Donc je suis le fonds de pension canadien. Moi, ce que je veux, c'est une exposition Amérique, Europe, Asie. Dans mon exposition Europe, je vais avoir le côté, je vais avoir le non-côté. Dans le non-côté, je vais avoir de l'obligataire non-côté, je vais avoir de l'immobilier non-côté, du private equity et du venture cap. Et donc enfin, je vais aller regarder donc, dans le private equity Europe. Et là, donc, je pourrais encore d'ailleurs différencier le small, le mid, le large
et pourquoi pas une exposition par secteur, c'est-à-dire est-ce que je veux du santé, de la tech, de l'industriel ou un autre secteur. Mais disons de manière générale, je vais chercher mon allocation en private equity Europe, large cap, et je me dis, très bien, qui sont les acteurs? Donc je regarde les acteurs, je regarde le benchmark, je regarde les résultats, et là, je donne mon allocation, je donne mon commitment. Donc ça, je prends juste un peu de recul parce que parfois, les fonds, et c'est normal quand tu lèves des fonds, et en plus, parfois, c'est dur de lever des fonds, tu vas rencontrer un investisseur qui va dire « Ah, vous n'êtes pas aux États-Unis, c'est dommage, j'aimerais bien, moi, faire de l'Amérique. » Et du coup, tu as envie de dire « Attends, mais si, t'inquiète, je peux faire des États-Unis, je vais ouvrir un bureau à New York, ça va bien se passer. » Mais je pense qu'il faut garder cette vision de se dire qu'on est en fait une ligne d'allocation dans un portefeuille diversifié d'investisseurs plus gros, et que c'est ça, et que finalement, il faut performer dans son benchmark, et c'est ça qui va permettre d'aller lever des fonds plus tard. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les gens veulent du private equity US, mais le private equity Europe peut revenir sur la table simplement parce que les valorisations sont peut-être plus attractives, et qu'en plus, on peut acheter une boîte en Europe et puis l'envoyer aux US et ensuite la revendre plus cher. Bref, tout ça pour dire que donc, les gérants doivent garder un peu en tête le fait qu'ils sont, eux, une ligne d'allocation. Et la deuxième stratégie donc, qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies en fait, donc, dans le non-coté. Il y a donc, l'infra, le crédit, l'IMO. Chacun peut avoir en plus des sous-thématiques. En immobilier, par exemple, on va avoir le core, qui est de la détention simple. Le core plus, où il y a de la détention simple avec un peu de rénovation. Le value add, où là, pour le coup, il y a de la restructuration. Et pareil, entre le VC et le PE, on va trouver le seed jusqu'au growth equity, qui sont toutes des stratégies d'investissement assez différentes. Avec des profils de risque différents et qui vont attirer des LP Tout à fait. aussi souvent très différents. Peut-être, il y a un point qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, les fonds, les gérants de private equity, de plus en plus, se sont développés, non pas en grossissant dans leur verticale, mais du coup en allant chercher d'autres verticales. Donc, par exemple, je fais du large cap, je vais aussi lancer une practice mid cap ou small cap. Et puis, par exemple, Ardian est un très bon exemple. Ils ont développé l'infrastructure, l'immobilier, le secondaire très fort, le crédit, etc. Et ça leur permet finalement d'adresser les besoins d'allocation de leurs investisseurs institutionnels. Et ça leur permet, eux, de s'institutionnaliser, je dirais, sur la place, de gérer finalement des masses d'argent encore plus grosses. Et le business est devenu, je dirais presque, est passé d'un business un peu de cow-boy, où à l'époque, le private equity, c'était je vais chez General Electric, qui est un conglomérat, donc a beaucoup grossi, et ça c'était le business des années 80, et qui maintenant est en train de faire des carve-out, donc de faire des spin-offs de parties du business. J'achète à General Electric son business santé France, je structure un peu l'entreprise, je mets une fonction financière, etc. 3 ans plus tard, je fais une offre publique, je fais une IPO. J'ai fait un quick flip. Et ça c'est le private equity, je dirais, en tout cas dans son ADN à la base. Et aujourd'hui, on est pas mal parti de ce modèle-là, où finalement, la boîte rachetée à General Electric, on ne va pas tout de suite l'envoyer sur les marchés publics. En fait, il y a un autre fonds qui est content de l'acheter. Puis ce fonds, il va la revendre à un autre fonds, et ainsi de suite. Et donc, le business devient un business de gestion d'actifs et de frais sur actifs sous gestion. Au sein même des fonds de PE, on a également des fonds qui ont des stratégies majoritaires ou minoritaires. On a des fonds de fonds, donc des fonds qui ont pour stratégie d'investir dans des fonds, même si je crois qu'en ce moment, c'est pas trop la mode. Toi, dans quelle catégorie est-ce que tu conseillerais à un jeune qui démarre de débuter sa carrière ? Ouais. Alors, un jeune qui démarre vraiment sorti d'école, moi, j'aime beaucoup l'investissement et je conseillerais de démarrer en investissement si c'est possible, parce que ce métier est passionnant et si on aime ça, c'est vraiment là qu'il faut aller. Mon conseil est assez à contre-courant, mais je pense qu'une excellente école, en fait, ce sont les fonds de crédit, où là, il y a une exposition qui est assez forte, il y a pas mal de deal flow, les temps de deal sont assez courts, et ce que j'aime bien avec les fonds de crédit, c'est que finalement, un deal qu'on voit par un angle de dette, de créditeur, eh ben, on met vraiment l'accent sur les risques. Et on voit plutôt le downside, puisque de toute façon, l'upside, il est capé. L'upside, c'est de toucher son taux d'intérêt, quoi. En revanche, le downside, c'est de perdre tout le capital. Et donc ça, je pense que c'est une excellente école. Malheureusement,
parfois un peu sous-coté par les fonds de private equity dans leur recrutement subséquent. Mais je pense que c'est un endroit intéressant pour les jeunes pour aller apprendre le métier. Et bien sûr, sinon, le M&A, le conseil, etc. permettent de rentrer en PE. Alors moi, aujourd'hui, pour un jeune, je pense que rentrer dans un fonds, idéalement, il faut essayer de rentrer dans un fonds qui a de la croissance, qui a une bonne dynamique de levée de fonds. Parce qu'en fait, s'il y a des levées de fonds, ou par exemple même l'établissement de nouvelles stratégies, ça veut dire qu'en interne, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des opportunités d'évoluer. Et ça, c'est intéressant pour un jeune. On va finir par les tendances de l'industrie. On est dans un moment particulier. On a passé les années folles 21, 22 avec des plus hauts sur les volumes de transactions, sur les levées de fonds, sur les lancements de nouvelles stratégies. Là, tout s'est brutalement arrêté avec la hausse des taux. Il y a un assèchement du marché des transactions, un ralentissement des levées de fonds. Il y a une consolidation qu'on observe sur le marché où les gros acteurs rachètent d'autres acteurs. On a encore des gros deals prime qui se font à des valos complètement délirantes, mais beaucoup d'actifs qui devaient sortir des portefeuilles restent collés. C'est quoi ta lecture en ce moment du marché ? Ouais. Alors je trouve que le marché du private equity en ce moment est très dangereux et extrêmement difficile à naviguer pour un investisseur qui s'y connaît pas bien. Je pense que même le track record finalement des gérants, bien sûr parle de lui-même, mais en même temps a été fait souvent dans un environnement de taux bas. Et là, les taux ont augmenté, donc je dirais que regarder la génération de cash, ce qui paraît un concept simple, mais est essentiel. Et alors je dis que l'environnement est dangereux parce que moi, ce que je vois, c'est que soit les entreprises en fait ne sortent pas, elles ne sont pas vendues, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun acheteur pour l'entreprise pour des raisons diverses, c'est-à-dire que soit peut-être le current trading, 2022-2023 étaient des années où la consommation n'était pas forcément top, et donc le current trading n'est pas excellent, où la croissance du coup qu'on montre n'est pas top. Et à l'inverse, certains actifs de qualité partent à des prix délirants. Et la raison pour ça, pour moi, c'est qu'il y a un peu des loups affamés sur la place, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui ont levé en 2020-2021. Imaginons un fonds qui a levé 1 milliard en 2020. Ils ont déployé en fait sur 2020, 2021, 2022, mais en fait ils ont déployé plutôt à 40-60%. Et ils n'ont pas fait de deal sur 2022-2023 où l'environnement était pas si simple que ça. Et puis finalement, en plus, il y a des deals qui partent cher, etc. Et là, c'est tellement dur de lever de l'argent aujourd'hui. Déjà, c'est top d'avoir réussi à lever de l'argent. Il faut savoir que dans les termes légaux d'un fonds, il y a 5 ans pour déployer. Donc là, les gars, ils ont 18 mois pour déployer 40 à 60% du fonds. Et ils seraient bêtes de ne pas le faire parce que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas payés. Ils seront moins bien payés. En termes de masse monétaire au travail, du coup, tu as mis moins d'argent au travail. Tu relèveras pas un fonds aussi gros. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, sur des actifs de qualité, il y a des fonds qui vont bider vraiment cher. Et c'est un bid, donc ça veut dire qu'il y a 3-4 acteurs qui regardent. Donc c'est-à-dire que même aujourd'hui, un fonds qui lève, potentiellement en face de lui sur le deal, il va avoir un gars qui a vraiment la dalle et qui a envie de faire un deal, qui a besoin de faire un deal. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'en tout cas, moi, j'ai lancé donc, cette stratégie de fonds de continuation. Parce que contrairement à du co-invest, par exemple, où quand on co-investit avec un fonds de private equity, on est certain que c'est lui qui a payé le plus cher. Tu vois, tu as une certitude, c'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui a payé le plus cher. Dans les fonds de continuation, je dirais le gérant donc en fait, qui vend l'entreprise d'un fonds à un autre, qu'il gère toujours, donc c'est lui qui en assure toujours la gestion, il a une parfaite connaissance de la boîte, parfaite connaissance de l'équipe de management, il connaît très bien le marché. Le prix, il est fair, c'est-à-dire qu'a priori, le prix, il est fait pour qu'il y ait un bon deal aussi dans les 4-5 ans à venir et laisser un peu d'upside. Et je trouve que ça, en fait, pour moi, c'est assez rassurant de rentrer sur ce genre de deal-là plutôt que d'aller en co-invest ou dans des fonds en direct dans un marché qui est aussi disloqué. Est-ce que tu peux expliquer ce point-là ? En quoi ça consiste un fonds de continuation qu'on appelle GP-led et pourquoi cette stratégie, elle est de plus en plus populaire en ce moment ? Ouais. Donc les fonds de private equity, ils ont un terme, ils ont une durée de vie légale qui est d'habitude de 10 ans, mais en réalité, il y a des extensions. Parfois, du coup, le fonds peut durer 12 ans, 14 ans. Et en réalité, même après les extensions, si l'entreprise n'est pas vendue, ça peut durer encore 15 ans, 16 ans, quoi. Et donc,
historiquement, pour rendre l'argent aux LP, aux investisseurs, les gérants, les GP, ont organisé sur, je dirais, la cuve ou le fond du portefeuille, sur les 5-6 entreprises qui restent dans le portefeuille, une sorte de vente où en fait ils le placent dans un fonds de continuation. Ils laissent l'option au LP soit de sortir, donc de prendre le cash, soit de rester investi dans les actifs. Et eux, ils continuent d'assurer la gestion du coup sur ces deals-là avec peut-être un reset qui n'est pas inintéressant parce que parfois le deal s'est pas forcément passé comme on voulait. Je donne un exemple, on achète une entreprise dans l'aéronautique, paf, on se prend le Covid, tous les avions sont au sol. Bah là, sur 5 ans, effectivement, la période Covid, elle fait mal. Et donc, on peut se dire, mais la boîte, elle est top, l'équipe de management est bonne. Donc, finalement, le deal, c'est pas si bien passé là, mais il y a encore pas mal d'upside à aller chercher. Donc, nous, on veut en continuer la gestion et on va le mettre dans un fonds de continuation. Donc, ça, c'est assez historique. Ça s'est pas mal développé aux États-Unis et dans les Nordiques, notamment en Europe. Et de plus en plus, en fait, ce qu'on voit, c'est que on voit non pas des portefeuilles avec 5-6 actifs, un peu de fonds de cuve de fonds, mais on voit plutôt des gérants qui vont aller chercher 1 ou 2 actifs stars et qui vont les placer dans des fonds de continuation. Et là, alors pas forcément, alors potentiellement, ils offrent l'option à leur LP de sortir, donc de recevoir de l'argent, mais surtout, la thèse, elle a un peu changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une bonne entreprise, imaginons j'ai acheté Coca-Cola, qui est une boîte canon, tous ceux qui sont restés investis dans Coca sur les marchés publics ont fait beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que j'irais le vendre à un concurrent qui finalement va lui aussi faire son beurre sur ce deal-là, alors qu'en fait je peux en renouveler moi la détention, et d'autant plus je peux en renouveler la détention qu'aujourd'hui je suis sur un business model où je suis plus vraiment un cow-boy qui fait des deals et puis hop c'est parti, où est le prochain, parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur les deals. Mais je suis dans un business model où moi, mon objectif, c'est d'avoir un maximum aussi d'actifs sous gestion. Donc si j'ai trouvé une pépite, j'ai plutôt intérêt à la garder. Et ça, on voit ça se développer de plus en plus. Un exemple concret, par exemple, CD&R, qui est un super fonds américain, ils détiennent Carglass, qui s'appelle Belron dans le monde. Carglass, c'est une boîte qui a connu une croissance fantastique, qui produit énormément de cash. Bon, c'est des stations-service, stations essence et lave automatique. Et ben, quand ils ont cédé la participation, en fait, ils gardent une partie de la participation dans Carglass sous forme d'un fonds de continuation. Et là, récemment, ils sont versés un gros dividende. Je donne un autre exemple intéressant. Archimède, donc, qui est un fonds mid-cap français spécialisé santé, qui a beaucoup de succès. Ils font l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Polyplus, donc qui a un deal absolument canon. Ils ont fait 140 fois la mise sur le deal. Ils ont vendu à Sartorius il y a quelques années. 140 fois la mise. Comment ils ont fait 140 fois la mise ? En fait, ils ont fait 30 fois la mise, 35 fois la mise sur un premier deal. Et la boîte était canon, le marché en grossissait, l'équipe de management bonne. Plutôt que de le vendre à un autre fonds de private equity qui finalement va pouvoir accompagner la boîte, ils se sont dit, mais génial, on a une bonne boîte, on la garde pour nous, on la met dans un fonds de continuation. Et là, ils ont refait 4 fois la mise sur le fonds de continuation. Compris. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette explication sur les fonds de continuation. Toi, tu as structuré ton activité avec un fonds dédié aux fonds de continuation qui s'appelle Florestan. Est-ce que tu peux nous présenter Florestan et nous expliquer en quoi il capitalise justement sur cette tendance ? Ouais. Donc Florestan, c'est un fonds qui a vocation à investir uniquement dans des fonds de continuation et en co-investissant aux côtés de gérants de premier rang. C'est-à-dire que l'idée, c'est les gérants ont des bonnes entreprises, ils se la vendent à eux-mêmes, et c'est une opportunité pour nous d'accéder finalement à ce deal-là chez un bon gérant qui va en continuer la gestion. Donc nous, on vient finalement en co-investisseur de ces gros gérants. Et donc là, l'idée, ça va être d'investir des petits tickets. Alors, en gros, quand le gérant se vend à lui-même, il y a un conflit d'intérêt inhérent à ce genre de transaction, puisqu'il est à la fois vendeur et acheteur. Et donc, notre raison d'être, en tout cas la raison d'être de Florestan, et pourquoi est-ce qu'on a accès à ce genre d'opportunité, c'est que les fonds, les gérants ont besoin d'une tierce partie, de capital tiers, comme si on faisait rentrer un gros minoritaire dans le deal, qui permet de valider la transaction, valider le prix, et valider le fait que finalement tout a été fait en bonne forme. Et en quoi est-ce que tu penses que c'est le
bon moment et pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de te focaliser sur cette stratégie? Donc c'est une stratégie qui est naissante, très structurée aux États-Unis. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a même des fonds de continuation qui sont sectoriels. Il y a des fonds de continuation que dans la tech, que dans la santé. Et le marché est en train d'évoluer très rapidement en Europe. Donc il y a un boulevard, il y a un manque de capitaux assez fort sur cette stratégie, ce qui laisse beaucoup d'espace pour des nouveaux acteurs comme moi, par exemple. Et ça, c'est une super opportunité. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller arriver dans des deals qui sont en fait assez dérisqués. Et ça, maintenant, il y a de la recherche. Bain, qui publie un rapport annuel sur le private equity, te montre qu'en gros, un fonds de continuation, quand tu rachètes finalement une exposition à une ou deux entreprises d'un fonds, tu vas avoir des retours qui sont comparables au private equity direct. En revanche, tu vas avoir une dispersion qui est plus faible. C'est-à-dire, à la fois, tu auras moins de casse, mais tu auras aussi moins d'upside. Par exemple, le deal Polyplus, où sur le deuxième deal, ils ont fait 4 fois la mise, ce qui est super, ils n'ont pas refait 30 fois la mise. Et moi, j'aime beaucoup cette stratégie et je pense que le ratio risque-retour, il est excellent pour les investisseurs parce que, à l'inverse du co-investissement, où en fait, on prend pas mal de risques que le prix soit trop cher, risque que la due deal ait été mal faite, risque que l'équipe de management, en fait, soit pas aussi compétente que le gérant qui investit l'ait pensé. Là, on arrive, je dirais, on est pris par la main avec un gérant qui investit lui aussi dans le deal. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est l'alignement d'intérêts dans ces deals. Et finalement, les équipes d'investissement doivent réinvestir dans ces deals-là. Et ça, moi, c'est un des métriques qui me permet de savoir si le deal est a priori un bon deal ou pas, quoi. Si les mecs remettent beaucoup d'argent dans le deal, ça veut dire qu'ils sont motivés, qu'ils croient à la prochaine equity story. Si au contraire, il y a une volonté de cash out forte, a priori, c'est-à-dire que l'equity story est faible, ça veut dire que ça peut mal se passer. Merci beaucoup François. On va s'arrêter là pour cet épisode du Big Deal. C'est un plaisir de t'avoir. Merci Mike. À bientôt. À plus.